bienvenue à cet atelier. Donc Daniel Guigou, je suis le directeur des territoires girondins pour Enedis. Et nous avons souhaité faire un atelier aujourd'hui sur voilà, les solutions concrètes que les réseaux électriques peuvent amener en termes de transition énergétique. Alors en fait, voilà, la question qu'on s'est posée, c'est comment la transition énergétique se décline dans vos territoires. Et on vous propose de le faire sous 3 angles. D'une part, le développement des énergies renouvelables. D'autre part, la mobilité électrique. Et enfin, l'efficacité énergétique. Et donc, effectivement, ce qu'on vous propose cet après-midi, dans un atelier qui va être, que je vais co-animer avec mes collègues qui se présenteront tout à l'heure, et également des témoins que j'ai souhaité associer à cette présentation sur, effectivement, ces 3 différents sujets. Donc, je vous propose... Est-ce que c'est mieux? Vous m'entendez mieux? Bon, c'est pareil. Très bien. Donc, je vous propose, et cet atelier, je vais accueillir avec moi Didier Phénix qui va me rejoindre tout à l'heure comme notre témoin pour cette séquence sur les projets d'énergie renouvelable. Donc, effectivement, la question aujourd'hui, c'est effectivement pourquoi Enedis s'intéresse au développement des ENR. Tout simplement, là, c'est pas des choses nouvelles. Je n'ai rien à vous apprendre en revenant un petit peu sur le développement spectaculaire quand même des énergies renouvelables. J'ai pris juste un petit peu l'historique sur deux sujets qui sont l'éolien et le photovoltaïque. Ça, c'est les chiffres à gauche que vous avez, c'est en France. Et les chiffres à droite, ce sont les chiffres actuellement, hein, donc à la fin du premier trimestre 2018. Le nombre de mégawatts, donc la puissance qui était installée ou en projet sur la Nouvelle-Aquitaine. Hein. Donc là, je vous ai fait un aperçu un peu plus large que la Gironde dont je m'occupe, mais effectivement, ça montre effectivement l'intérêt et surtout le potentiel des énergies renouvelables dans notre région. Et ce, pourquoi effectivement, il faut savoir que 95% donc, de ces projets sont raccordés sur le réseau de distribution. Et donc, effectivement, ça a bien un lien avec notre activité en tant que gestionnaire de réseau. Donc, effectivement, on voit bien que le réseau électrique est au cœur de cet essor bien connu là, des énergies renouvelables. Pourquoi, effectivement, j'ai souhaité effectivement attirer... il faut que tu prennes... voilà, il faut vous équiper d'un casque, voilà, pour ceux qui arrivent. Hein. Donc effectivement, Enedis, on est gestionnaire de réseau. On travaille avec les collectivités locales qui sont propriétaires effectivement des réseaux sur lesquels nous sommes en concession. Et effectivement, on travaille avec les collectivités parce que les collectivités sont à l'origine d'un certain nombre de projets ENR, hein, de développement de production renouvelable. Elles inscrivent dans le cadre de leur politique, les TEPCV par exemple, où elles instruisent elles-mêmes les projets au sens de l'urbanisme. Et je n'ai pas écrit également, mais il y a certaines collectivités qui se sont aujourd'hui organisées pour participer, s'inscrire directement dans le montage de ces projets. Et donc nous, en tant que gestionnaire de réseau, on apporte notre expertise à chaque projet étant différent. Chaque projet s'insère dans un environnement qui lui est propre. Et donc effectivement, aujourd'hui, le lien qu'on a entre la collectivité et Enedis sur des projets ENR est particulièrement saillant. Je vais faire très rapidement sur ces sujets-là, juste pour vous dire effectivement que notre rôle, un petit peu à l'instar de ce que fait RTE sur les réseaux de transport, nous sur les réseaux de distribution, il faut effectivement qu'on assure une qualité de l'électricité qui est distribuée et donc un équilibre technique hein, entre la production qui est installée sur les réseaux et la consommation qui peut se faire à des moments bien sûr qui sont différents de la journée. Et donc on est amené à construire de nouveaux réseaux, de nouvelles structures qui permettent effectivement d'accueillir ces réseaux. Et ça on le fait en particulier dans le cadre des schémas
régionaux qui s'appellent les S3R ENR, dans lesquels nous nous inscrivons actuellement. Et puis, à noter aussi que sur ce sujet-là, d'accueillir les projets ENR sur notre réseau, fait l'objet d'un certain nombre de développements, d'expérimentations, et on regarde effectivement qu'est-ce qui permettra d'augmenter, d'amplifier encore cet accueil de production renouvelable sur nos réseaux. Je vais citer une chose qui est aujourd'hui encore à l'état d'embryon et d'expérimentation, c'est toutes les questions de stockage. Et ça, effectivement, Enedis est aussi partenaire sur ces expérimentations pour effectivement développer des réseaux intelligents. Très rapidement, avant de passer la parole à mon témoin, je souhaitais effectivement vous expliquer quels sont effectivement les outils qu'on met à disposition des porteurs de projets et aussi des collectivités locales pour accompagner ces projets ENR. D'une part, on va dire, à l'origine des projets, des préétudes. Ça permet effectivement de déterminer la viabilité, la faisabilité d'un projet d'un point de vue du raccordement électrique au réseau. Et ça, effectivement, on a un certain nombre d'interlocuteurs à deux niveaux. Les interlocuteurs des collectivités locales. Donc chaque commune a un interlocuteur qui est capable de l'orienter vers nos services. Et puis, pour les porteurs de projets, directement accéder en fait à nos experts, à nos services qui ont accompagné le projet tout au long de sa vie. Tout ce que l'on fait en termes de propositions dans le cadre de ces études, aujourd'hui, et bien sûr, on est dans un domaine qui est régulé, donc effectivement, toute notre documentation technique est en accès libre, hein, c'est en domaine public quasiment. Aujourd'hui, on travaille à développer des solutions, ce qu'on appelle le self-care, c'est-à-dire vous faites vous-même, entre guillemets, une partie de l'étude pour savoir si votre projet sera viable. Donc ça, c'est des projets qu'on est en train de mettre en place. Hein, et à très court terme, on pourra proposer aux porteurs de projets, qu'ils soient des porteurs de projets individuels ou de gros projets, la possibilité de tester le raccordement en fait, de son projet sur le réseau électrique. Au-delà de la préétude, on passe après effectivement sur un engagement qui est effectivement une proposition technique et financière, c'est-à-dire un devis qui engage à la fois Enedis et le demandeur sur les termes effectivement les coûts et les délais de la solution. Et là, j'attire votre attention en tant que collectivité locale parce que c'est là où effectivement la relation que je vous décrivais tout à l'heure entre Enedis et les collectivités territoriales ont un impact. C'est que à ce niveau-là, on va pouvoir, dans le dialogue avec vous, trouver éventuellement des solutions d'optimisation qui permettent d'une part la meilleure acceptabilité des projets et surtout éventuellement de faciliter la mise en œuvre de ce projet. Voilà, donc on a un certain nombre d'optimisations qui se font à ce niveau-là. Et là, effectivement, la relation avec les collectivités locales est extrêmement importante. Voilà, donc juste pour terminer, avant de passer la parole à mon témoin, c'est effectivement le fait que vous vous rappelez que Enedis est un gestionnaire de réseau et donc un service public indépendant de tous les porteurs de projets. C'est-à-dire qu'on va traiter de façon équitable tous les porteurs de projets qui viendront nous solliciter pour ces projets, pour développer des solutions ENR sur les territoires. Et donc, je vais, sauf si à ce stade vous avez des questions, mais je préfère effectivement à ce stade vous passer la parole pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé pas très loin d'ici, sur le parc photovoltaïque de Brache, et avec monsieur le maire. Bonjour monsieur Félix. Bon, écoutez, c'est pas très facile, j'espère que je ne parle pas trop fort, ça va? Non, vous m'entendez? Voilà. Donc moi je voulais un petit peu être aujourd'hui le représentant des collectivités, sachant que j'ai eu la chance de pouvoir mener un projet qui s'est initié sur plusieurs années, puisqu'il a fallu traverser plusieurs étapes, qui fait qu'aujourd'hui je peux simplement vous en parler parce que ce parc photovoltaïque est actuellement donc en fonction depuis le mois d'août 2017. Voilà, donc je vais vous retracer en gros, parce qu'il y a peut-être des collègues élus qui aujourd'hui sont présents, voudraient se lancer sur un projet, et je les y encourage.
Voilà, donc en gros en 2009, ce projet que vous voyez actuellement à l'écran et qui est donc situé sur deux axes. La route que vous voyez au milieu, là, c'est la route qui va donc de Brache. Brache, c'est une commune qui est près de Lacanau. Et c'est la route des Lacs qui va sur les communes de Carcan et Ourtin. Voilà. Donc le parc était donc implanté sur deux grandes parcelles. Donc 2009, délibération du conseil municipal pour lancement de l'étude de faisabilité avec le choix d'un partenaire. Bon, donc à l'époque, il y a eu pas mal de partenaires qui nous ont approchés. Et donc notre choix s'est porté à l'époque sur Valorem. Mais ça aurait pu être un tout autre partenaire à l'époque qui aurait pu remporter ce marché. Deuxièmement, après, il y a eu le choix du terrain. Dans le choix du terrain, c'est un projet un peu particulier, puisqu'il y a à la fois des terrains communaux et des terrains privés. Voilà. Donc un parc de 32 hectares, qui actuellement est donc sur 17 hectares de terrain qui appartiennent à la commune de Brache, et 15 hectares qui appartiennent à des propriétaires privés. Le troisième point, ça a été l'obtention du permis de construire. Bon, je ne vous cache pas que ça a été le plus compliqué. Et Dieu sait qu'actuellement, ça ne se facilite pas. Donc permis de construire, donc bien sûr étude d'impact, avec les services de la DTTM et de l'Adréal. Autorisation de défrichement, dossier loi sur l'eau, enquête publique. Bon, tout ça en définitive, ça a pris pas mal de temps. En gros, ça a pris de 2009 à 2013, 4 ans pour obtenir les autorisations et le permis de construire. Après, on se retrouve donc sur un dossier qui est un petit peu particulier, parce que comme c'est un dossier quand même de taille qui est assez restreinte, 32 hectares, ça reste un projet de taille très réduite. Là, actuellement, j'ai mon collègue le maire de Castelnau, le maire de Salonne, qui lui va effectuer la mise en service d'un parc photovoltaïque qui est sur 120 hectares, je crois, à peu près, 120 ou 130 hectares. Donc moi, je suis parti à l'époque avec Valorem, et qui lui est passé par ce qu'on appelle un contrat de vente d'électricité. Donc ça veut dire que quelque part, le dossier est présenté à Paris, et donc il y a un prix de rachat de l'électricité par EDF qui est assuré. Donc on peut très bien partir sur un projet sans passer par cet appel à projet, mais à ce moment-là, le prix de vente de l'énergie est beaucoup plus bas. Voilà. Et donc là, ce projet a été présenté 3 fois à l'appel d'offres à Paris, et il a été retenu en 2016. Voilà, qui assurait, je ne sais plus, un prix à l'époque, je crois que c'était de 12 ou 13 centimes l'achat du prix de vente du kilowattheure, alors que si vous ne passez pas par cet appel d'offres, le prix d'achat peut se trouver à 4 ou 5 centimes. Donc la rentabilité du parc, vous le comprendrez, n'est pas la même. Donc on se trouve en 2016. Donc ce dossier est lauréat à Paris. Après, ça va très très vite. 2016, 2017, ça représente 1 an de travaux. Voilà. Et donc 2017, la mise en service du parc photovoltaïque. Alors, pour en revenir sur des points un petit peu plus particuliers qui vont vous intéresser, donc surface de l'opération, 32 hectares, vous apercevez terrain forestier, uniquement des terrains forestiers, qui avaient été sinistrés par la tempête de 1999. Ça représente 1% du territoire de la commune, donc on ne peut pas dire actuellement qu'on ait véritablement effectué un défrichement total de la commune. 1%, ça a été un choix délibéré du conseil municipal. La puissance installée, 11 MW. La production annuelle, 15 400 MWh par an. Ça correspond à la consommation électrique d'environ 5 500 foyers. Voilà, hors chauffage bien sûr. Durée de vie d'un parc photovoltaïque de cette dimension, 30 ans. 30 ans, c'est un minimum. Hein. Je veux dire, franchement, 30 ans. Aujourd'hui, on se dirige plus sur 35 ans d'une durée de vie. Alors là, j'appelle mes collègues qui sont présents en tant qu'élus sur une chose où il faut être très très prudent. C'est par rapport aux actes que vous signez avec le prestataire. Que ce soit Valorem ou n'importe qui, vous avez affaire à des notaires. C'est des hommes qui sont spécialisés. Et je peux vous dire qu'il faut savoir lire entre les lignes. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais j'attire bien votre attention là-dessus. Parce qu'on signe des documents qui, en fin de compte, peuvent engager une génération derrière. Et je vous promets qu'il faut bien prendre le temps de lire les contrats. Donc la durée de vie d'un parc comme ça est de 30 ans. La technologie, elle est girondine, puisque c'est la société Exosun qui a assemblé les panneaux. Donc c'est des choix de panneaux mobiles, comme vous voyez, qui suivent la course du soleil en fonction du moment de la journée. Quoi, hein. Donc par rapport, à la position du soleil, les panneaux vont se positionner
pour en définitive pouvoir réceptionner le maximum de chaleur. C'est les trackers. Exactement. Alors, raccordement, on en vient à la partie de D10, puisque sans D10, on n'aurait pas pu faire grand-chose. Parce qu'en définitive, on a beau produire de l'énergie, mais si on ne peut pas... Hein? Voilà, exactement. Et puis à pouvoir l'empiler, la puissance, c'est pas évident. Donc le raccordement, il s'est fait au poste source de la Cano, mais il faut quand même s'imaginer entre ce centre de production et le poste source de la Cano, qui est un poste 60 000 volts, 63 000 volts, il y a 14 km. Il va mieux celui-là ou pas? Il est parfait. Bon, vous voyez comme quoi j'ai bon. Donc j'en reviens un petit peu, donc, pour ceux qui n'ont pas entendu. Donc entre la production donc, de ce parc photovoltaïque et le site le plus proche pour pouvoir réenvoyer la puissance, c'est le poste source de la Cano ville, qui est à 14 km. Voilà, donc actuellement là vous avez un gros poste sur le site de production qui enregistre la production, ainsi de suite. Et donc après il y a un câble haute tension souterrain qui a suivi au début les pistes forestières et après la route départementale qui va de Brache à la Cano et qui a permis donc de se raccorder sur une rame du poste 63 000 volts de la Cano. Voilà. Donc ça, ces travaux, je dois dire, ça, péjorativement, ou plutôt, je vais dire, ça s'est passé d'une façon les deux doigts dans le nez, dans la mesure où il y a une étude de terrain qui a été très très bien menée, qui suivait donc la convention de raccordement, quoi, hein. Donc en gros, le raccordement de Enedis au niveau travaux, entre le départ du poste source et le raccordement poste de la Cano, ça représente à peu près entre 2 et 3 mois. Quoi. Voilà. Ensuite, donc, une fois le raccordement, oui. Le coût du raccordement? Ce que j'ai oublié d'expliquer à mes collègues, c'est qu'aujourd'hui, cette opération, en définitive, c'est une opération blanche pour la collectivité. Parce que je vais venir à la partie financière. Donc aujourd'hui, qu'il s'agisse des études, toutes les études que vous avez vues, qu'il s'agisse des travaux de pose des panneaux, qu'il s'agisse des travaux de raccordement du parc photovoltaïque, aujourd'hui l'intégralité est prise en charge par le prestataire. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la partie des revenus, ce qui intéresse les collectivités, puisqu'en gros en définitive on le fait, oui bien sûr, parce que c'est une énergie propre aujourd'hui, ça c'est certain. Alors les revenus aujourd'hui, qu'est-ce que ça rapporte à une commune? C'est les loyers au niveau de la location des terrains. C'est la taxe de l'IFER. Alors là, par contre, je viens d'apprendre quelque chose aujourd'hui, là, et je suis heureux pour ma commune, qui revient, cette taxe, elle est reversée à la CDC et au département. Et j'ai appris tout à l'heure par mon collègue le maire de la Cano, mais qu'en définitive, il y avait eu un amendement de prix, et à partir du 1er janvier 2019, il y a 60% de cette taxe que représente l'IFER qui va être reversée aux communes. On l'a appris tout à l'heure. Bon, à vérifier. Mais c'est ce qu'il nous a expliqué. Apparemment, oui. Apparemment, oui. J'ai le maire de la Cano qui nous l'a expliqué tout à l'heure. Autrement, il existe, je vous le dis, bon, je suis développeur de projets photovoltaïques et on connaît bien le problème parce que dans la majorité des cas, quand jusqu'alors on faisait des projets avec les communes étaient le parent pauvre, dès lors qu'il y avait un syndicat ou une communauté de communes et le département, la majorité de la fiscalité allait à la communauté de communes et au département. Il faut quand même savoir que malgré cet amendement qui est, donc je ne connaissais pas, je vous remercie de me l'apprendre, il existe quand même des techniques fiscales qui sont confirmées, vous pouvez le demander à les cabinets de juristes, qui permettent de faire des délibérations. Il faut qu'elles soient encore validées par le conseil municipal, par le conseil, la communauté de communes et le conseil départemental, qui font en fait qu'on fait un prélèvement unique de la fiscalité et qui le reversait à condition que les trois entités s'entendent. Alors apparemment, moi ce que je peux vous dire, c'est une très bonne nouvelle parce que je suis avec mes collègues là, il y a le maire de Castelnau et le maire de Salonne. Ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en définitive, je vais dire en gros 60%, 70% des revenus reviennent aux communautés de communes et reviennent au département. Bon. Et par contre, ce qu'on a découvert par rapport à la loi, donc on y travaille maintenant depuis presque 2 ans, c'est qu'il y aurait une possibilité de partager ces revenus entre la communauté de communes et les communes membres de cette CDC. Donc on était en train d'y travailler, mais j'ai appris ce matin qu'apparemment, Jean-Marie, je te le dis, tu vas être heureux,
Il est au journal officiel là, qui vient de sortir. Apparemment, je l'aurai ce soir sur ma boîte mail. À partir du 1er janvier 2019, les communes porteuses de projets, on aurait 60% de l'IFER qui serait reversé à la commune. Alors, je l'ai appris ce matin. Hein. En fait, je sais pas si c'est tout nouveau, mais bon, sur le principe, moi j'ai lu un document où sur la particularité, c'est que d'office, l'État prend 30%, récupère 30%. Donc nous, on avait envisagé de faire un partage équitable, c'est-à-dire on avait prévu peut-être sur les propositions qu'on allait faire, c'est-à-dire 30% l'État, puisque officiellement, il devait prendre 30%. Les communes porteuses du projet 30% et le reste à se partager avec la collectivité, la communauté des communes et les collectivités qui n'ont pas la possibilité de faire de tels projets, mais qui éventuellement, s'il y a une participation aussi, peuvent prétendre à mettre en œuvre des projets comme ça. Mais bon, il faut penser qu'il faut... je pense que Didier est d'accord avec moi, il faut 7 ans pour monter un projet comme ça. Jouer en tant que d'une collectivité. Bon, aujourd'hui, on est quand même plusieurs. En tant que maire d'une collectivité, et puis bon, moi aujourd'hui, je peux vous en parler, c'est un cas concret, puisque on a initié ce projet en 2009. En 2017, il est en service. Et non, ça y est. Bon, c'est qu'en définitive, ça n'est pas que du rêve. Ça demande du temps, c'est certain. Les projets, actuellement, on vous parle du photovoltaïque, hein, mais il peut être aussi bien, ça peut être un projet éolien. Bon, il est certain qu'au niveau du Médoc, on n'est pas très porteur ni très volontaire dans ce genre de démarche, en parlant d'éoliennes, mais on y viendra. Je pense que le paysage va changer peu à peu. Voilà, donc c'était un petit projet, ça reste à taille, mais moi ça me fait plaisir que Jean-Marie soit là, puisqu'on est des communes, presque des communes voisines, hein. Sur le projet de la communauté de communes médulienne, donc, actuellement, on a monté 3 projets qui sont en service, là. Il y a donc Sainte-Hélène, qui touche Brache. Il y a 120 hectares. Salonne, tu me reprends à 10 hectares près, Salonne est mise en service. Jean-Marie l'inaugure le 3 juillet, il y a 120 hectares aussi. Et donc, la commune de Brache, on a 32 hectares. Alors, pour vous amuser, de petites anecdotes, je vais vous faire rire, mais ça, on va le dire, parce qu'on était à l'époque, en 2007 ou 2008, Jean-Marie, on était partis les 3 communes. On était donc partis Salonne, Sainte-Hélène et Brache, puisqu'on se touche tous les 3. On était partis sur un projet éolien à l'époque. Voilà. Mais à l'époque, c'était pareil, c'est le même prestataire. Pour un projet, c'était un projet éolien qui faisait qu'on mettait des éoliennes en place. Et très honnêtement, c'était pas très porteur. Et on a vite eu beaucoup de difficultés. Et on a senti très peu de gens nous aider dans ce sens-là. Et donc, en définitive, la première commune qui s'est retirée du projet, c'est Sainte-Hélène, à l'époque. Et puis après, les deux, on a suivi Brache et Salonne. Voilà. Bon, je pense que quelque part, on a fait un petit effort pour pouvoir mettre en place une énergie noble, hein, même si l'énergie nucléaire l'est aussi, je pensais. Mais enfin, bon, c'est plus la même énergie, quoi. Il faut pouvoir évoluer. Voilà, donc un petit projet, voilà, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous en parler sur une petite commune. Alors, ce qui est quand même intéressant, je vais vous dire, et ça, c'est le fin mot de l'histoire, c'est que Brache est une petite commune qui a beaucoup évolué, même si on est très loin de l'image de Bordeaux Métropole. Et c'est que j'ai connu, moi, en tant que conseiller municipal, la fermeture d'une école à Brache en 1992. Et j'ai eu la grande chance de réouvrir un groupe scolaire en 2017 avec 120 gamins. Un groupe scolaire qui a coûté 2 millions d'euros et qui actuellement est financé par la centrale photovoltaïque. Voilà. Merci Didier, merci Monsieur le maire. Pour conclure effectivement cette séquence sur les ENR, notez, hein, ça a été dit plusieurs fois, mais un projet ENR, c'est un projet, c'est de l'endurance, hein, il faut beaucoup de temps pour le monter, beaucoup d'énergie. Vous avez vu effectivement le témoignage de M. Phoenix, effectivement, montre qu'il est passé par un certain nombre d'étapes. Et effectivement, nous, en tant que gestionnaire de réseau, l'idée c'est qu'on soit le plus en amont possible de ces projets, de façon à accompagner les collectivités et les porteurs de projets, bien sûr, sur les différentes étapes pour permettre des réalisations comme celle-ci.
Voilà, hein, tout ça, bien sûr, vous voyez qu'aujourd'hui, on est en train de parler de la PPE, hein, de la programmation pluriannuelle de l'énergie. On sait que les objectifs dans ce cadre-là vont être aussi relevés. Donc, nous, on est prêts, on est l'arme au pied pour effectivement accompagner l'ensemble des projets qui naîtront sur les territoires de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, je vais, si vous le souhaitez, si vous le voulez bien, pardon. Hop. On aimerait savoir combien... J'ai une question. Oui, combien ça lui rapporte par an? Combien ça rapporte par an à la commune? Pour 34 hectares, je crois avoir entendu. 32 hectares, combien ça lui rapporte par an à la commune? Et pour 30 ans, je crois, l'engagement. Dernière question, c'est combien ça rapporte à la commune chaque année? Alors, actuellement, je vais vous dire, je vais rester très objectif, mais vous donner un ordre d'idée. Suivant la négociation, non mais ça je n'en ai plus besoin, ça je connais par cœur. Suivant la négociation, pour du photovoltaïque, ça peut aller en gros de 700 à 2500 euros l'hectare. Voilà. Sachant que ça c'est le revenu qui est affecté à la location des terrains. En gros, la fourchette elle est là. 700 au plus bas, 2500. Moi je suis honnête, les chiffres je vais vous les donner. À l'époque, j'avais passé un contrat avec Valorem. Le problème, c'est que sur une opération de 32 hectares, ce qui est l'inverse de Jean-Marie Castagno à Salonne, c'est pas pareil. Eux, il fallait absolument qu'ils passent par l'appel d'offres à Paris. Dans l'appel d'offres à Paris, ça a un côté de rentabilité. Ça veut dire que quelque part, il faut arriver à monter un projet avec un ratio financier qui fasse que le prix de location des terrains, le prix de l'investissement, permet d'obtenir à l'appel d'offres, à l'appel à projet, un prix du kilowattheure de rachat par EDF qui est intéressant. Donc moi à l'époque j'avais négocié, la négociation était à 2000 euros l'hectare et sachant qu'en 2016 c'était le 3e passage à l'appel d'offres et comme c'est vrai que l'implantation de centrales photovoltaïques sur des espaces forestiers, même si distraits, l'État commençait à revoir un peu la copie, je me suis dit on ne va pas jouer trop longtemps quoi. Bon, donc on a négocié avec Valorem, mais à l'époque on a pris la responsabilité non pas d'un homme mais d'un conseil municipal. On a abaissé le prix de location à 1000 euros l'hectare. Voilà. Mais je le dis les chiffres. Je pense que Jean-Marie pourrait vous en parler, c'est tout à fait différent. Mais il a une superficie qui est tout à fait différente de la mienne. Par contre, aujourd'hui, ce qu'il faut vous dire aujourd'hui, c'est que sur un parc de 32 hectares, il y a à peu près de taxes diffères qui sont... En gros, je vous dis, c'est grosso modo ce que je vous dis, j'ai calculé. Il y a 70 000 euros par an de reversés au département et 70 000 euros de reversés à la communauté de communes pour 32 hectares. Si vous faites le ratio avec 120, je ne vous dis pas ce que ça donne. Bon. Et donc, moi, ce que j'ai appris ce matin, qui est à vérifier, apparemment, ça a apparu au journal officiel, apparemment, il y aurait une reversion plus importante pour les collectivités. À vérifier. Je ne sais pas. Bon, je l'ai appris ce matin. Bon. Alors, ce qui était important quand même sur ce projet, ce dont je ne vous ai pas parlé, c'est le côté au niveau environnemental. On est sur des terrains, alors certains, ça va vous paraître un petit peu de l'algèbre, on est sur des terrains, ce sont des landes à Moligny. Les landes à Moligny s'y développe un papillon qu'on appelle le fadet des Lèches. Le fadet des Lèches, au niveau européen, il est protégé, il est de plus en plus rare. Le fadet des Lèches, cette lande à Moligny, plus le couvert forestier est important, plus la Moligny, elle disparaît. Plus l'ensoleillement est important, plus les pins et plus les futaies disparaissent, plus la lande à Moligny se développe. Et actuellement, on est, parce que moi je l'ai vu, ça serait formidable à voir, hein. Je l'ai vu la semaine dernière. Actuellement, vous avez sur toute cette zone qui est occupée par le parc photovoltaïque ainsi que la zone d'ombre, la lande à Moligny s'est développée mais d'une façon incroyable. Et l'entretien se fait, c'est très amusant, on m'a posé la question tout à l'heure, l'entretien se fait avec des petites tondeuses, comme des cartes. Ils sont couchés dans les petites tondeuses et ils passent la tondeuse sous les panneaux photovoltaïques. Et le papillon, je vais vous dire, la 32 hectares, l'endroit est magnifique. Voilà. Donc, on ne peut pas dire le fait d'avoir peut-être détruit un espace forestier, si vous voulez, mais enfin, moi, pour moi, on ne l'a pas détruit. Parce que même si dans 30 ans, on démantèle ce parc photovoltaïque, la forêt reprendra sa place. Voilà. Donc, je ne crois pas qu'on ait coulé du béton dans le sol. Et je crois qu'aujourd'hui, ça permet de voir un lendemain, vous voyez, quelque part.
Merci, Monsieur Félix. Je voudrais demander à Monsieur le maire qui me reprécise ces chiffres. Vous aviez dit... On a un timing à respecter. Je vous propose que vous voyez ensemble après. Voilà. Donc on va clore cette séquence sur la partie développement des projets ENR. Et bien sûr, si vous avez des questions à poser à Monsieur Félix, n'hésitez pas après la réunion. Je vous propose donc de poursuivre cet atelier avec un de mes collègues, Philippe Mirail, pour nous parler effectivement du deuxième impact de la transition énergétique sur les réseaux électriques, qui est le développement de la mobilité électrique. Je te laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes. Bon, donc voilà, on va parler du développement déjà dans un premier temps du parc de véhicules électriques. On s'aperçoit que le phénomène n'est plus marginal. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'engouement. Près de 14 000 véhicules aujourd'hui électriques et hybrides rechargeables roulent en Nouvelle-Aquitaine à fin 2017. Donc si on regarde un peu la croissance des immatriculations, on s'aperçoit que c'est en perpétuelle augmentation. Et au niveau régional, si on regarde les véhicules particuliers, on est à plus 37%. Les véhicules de société aussi augmentent, plus 33%. Et au total, on est à plus 35%. Au niveau national, on est un peu au-dessus de ces chiffres-là. Voilà. Et bon, juste pour information, Enedis, on a un parc aujourd'hui de 151 véhicules qui nous servent tous les jours à notre fonctionnement, à notre exploitation, etc. Véhicules électriques. Alors l'impact des puissances pour les recharges est intégré, c'est notre rôle, je dirais, de gestionnaire du réseau de distribution, qui va être aujourd'hui à deux niveaux. La première, donc, en fait, il y a trois types de recharges possibles. Les recharges à domicile, individuelles ou en collectif. Les recharges sur les lieux professionnels, ce sont les flottes d'entreprises. Et les recharges accessibles au public, mises à disposition à l'initiative des collectivités. Voilà, donc maintenant on est sur un développement équivalent à la puissance à peu près de 40 éoliennes sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc nous, notre enjeu, ça va être le maillage de ce développement en termes de bornes de recharge, évidemment. Donc ça, c'est un enjeu communal, régional et national, évidemment. Et le deuxième enjeu, ça va être la gestion de notre réseau électrique, c'est-à-dire d'être en capacité en permanence d'adapter l'offre à la demande, c'est-à-dire que notre réseau soit capable d'accepter les demandes de puissance. Et ça va être avec les nouvelles technologies, les compteurs communicants, etc., qui vont nous permettre de gérer ces besoins en puissance. Voilà, c'est bon, on peut continuer. Tu peux compléter, Daniel. D'accord. Donc, pour mettre à disposition de tous la technologie de comptage compatible avec la recharge à domicile, aujourd'hui, les compteurs communicants vont permettre effectivement de mettre à disposition des offres intéressantes de la part des fournisseurs d'énergie. Voilà, donc ça, c'est aujourd'hui accessible à partir des compteurs, évidemment, communicants. Et pour les projets immobiliers collectifs, on a des options techniques qui sont aujourd'hui possibles avec les maîtres d'ouvrage pour pouvoir, sur des projets collectifs, donc mettre à disposition effectivement des bornes de recharge. Alors notre rôle en tant que gestionnaire de réseau, c'est aussi d'anticiper et d'accompagner les grands projets d'équipement et les insérer sur notre réseau. Alors aujourd'hui, les flottes de véhicules de transport en commun type BHNS sont en plein développement. Et aujourd'hui, il y a des solutions avec des recharges électriques. Donc on est en train de regarder, on est en train de faire effectivement des essais en relation avec les collectivités. Et le deuxième axe important, c'est le déploiement des bornes de recharge publiques, où là, on a un rôle vraiment majeur, puisqu'on va accompagner ces projets-là. Donc il y a comment dire, aujourd'hui, notre rôle va être de travailler en relation avec les collectivités pour justement favoriser le développement de ces projets. L'optimisation et l'implantation des bornes pour réduire les coûts de raccordement, là c'est tout l'aspect, je dirais, par rapport aujourd'hui à notre réseau,
quelle est la meilleure implantation pour ces bornes pour limiter effectivement les coûts de raccordement et permettre qu'on puisse se raccorder sans faire, je dirais, des investissements trop importants. La mise en évidence des contraintes électriques liées au raccordement des bornes, c'est-à-dire effectivement, en fonction de nous, des capacités de notre réseau, implanter les bornes au bon endroit pour justement être en capacité de fournir le besoin pour les alimentations. Et l'estimation des coûts et des délais de réalisation du raccordement, évidemment, sur des grands projets, il y a deux axes importants. C'est la notion de coût pour mener ces projets. Et la deuxième notion, c'est les délais. Et nous, on est là pour accompagner ces projets, mettre à disposition, je dirais, des équipes projets, pour travailler en relation avec les collectivités, pour mettre, je dirais, en place et en œuvre les solutions qui vont permettre de mener ces projets comme le souhaite donc le client. Donc 2 projets majeurs. Hein. En 2013-2014, on a eu le projet Bolloré sur Bordeaux et 10 communes environnantes et Arcachon, qui a été un peu l'exception. Voilà. Et là, dernièrement, avec le SDEG, on a mené un projet très important donc, de déploiement de bornes. Et là, on a M. Stéphane Houllier, qui est le directeur du SDEG, qui va nous en parler plus précisément, qui va nous apporter son témoignage. Et donc, effectivement, je vous propose d'accueillir Stéphane Houllier, donc le directeur général des services du SDEG, avec qui, effectivement, comme l'expliquait Philippe Mirail, nous avons travaillé de concert pour mettre en œuvre ce déploiement des bornes de recharge sur le domaine public à l'initiative du syndicat. Et voilà, je pense qu'effectivement c'est intéressant de nous faire partager aussi cet après-midi l'expérience de ce projet mené par le SDEG. Et voilà, que M. Houllier va vous expliquer un petit peu comment on a travaillé ensemble et aussi d'un point de vue des collectivités locales, quel est l'intérêt de ce déploiement. Merci Monsieur Guigou et bonjour à toutes et à tous, enfin plutôt à tous, à toutes. Juste vous dire que ce projet qui a été lancé par nos élus, les élus du syndicat départemental d'énergie de la Gironde, et en particulier par son président Xavier Penta, il poursuivait un objectif. L'objectif était le suivant, on se rendait bien compte que la mobilité propre était émergente, mais qu'il fallait bien que quelqu'un se lance. C'est un petit peu le syndrome du pas de bras, pas de chocolat. Eh bien, pas de borne, pas de véhicule électrique. Ou bien, pas de véhicule électrique, pas de borne. Donc là-dessus, nos élus ont estimé que c'était un véritable service public qu'il fallait lancer. Un service public qui se voulait être un petit peu le plus universel possible à l'échelle modeste de la Gironde et de l'Aquitaine canal historique, puisque nous avons cherché à travailler sur les 5 syndicats de l'ancienne Aquitaine, avec un objectif d'implanter 700 bornes. Et pour la seule Gironde, 157 bornes. 157 bornes qui se veulent être des bornes accélérées, c'est-à-dire des bornes qui permettent de recharger un véhicule électrique en 1h30. Et puis quelques bornes rapides qui, elles, ont le mérite de recharger les véhicules en 30 minutes. Alors, face à ce défi, on a fait une étude territoriale pour avoir, Philippe Mirail le disait, un maillage le plus cohérent possible et surtout bien irriguer les zones rurales, car nous sommes partis du principe, là aussi, que la transition énergétique ne devait pas être un produit de luxe. Et cette transition énergétique, elle était réservée à tout le territoire girondin. Et nous nous sommes donc attelés avec Enedis à desservir ces bornes et l'électricité pour ces bornes sur le territoire hors Bordeaux Métropole. À partir de ce moment-là, à l'issue d'une étude, les communes nous ont fait confiance. Nous sommes partis sur ce projet d'implantation, 1 borne par-ci, 2 bornes par-là. On est allé, la commune qui nous a fait le plus confiance, c'est celle de La Teste. Elle est importante, certes, me direz-vous, où on a installé une dizaine de bornes. Alors, par rapport à Enedis, c'est vrai qu'on a conclu un véritable partenariat parce que dans l'aide qui a été conclu aussi avec l'ADEME, puisque nous étions subventionnés par l'ADEME, il s'agissait d'implanter 157 bornes en 2 ans, 24 mois, au risque après de perdre tout le financement de l'État. Donc là aussi, de suite, il y a eu une cellule technique qui a été montée, cellule technique où nous avions un interlocuteur privilégié et ensuite
au sein de cette cellule, ce qui était intéressant, une personne chargée plus spécifiquement de l'étude technique, c'est-à-dire la capacité du réseau à pouvoir desservir en énergie la borne et l'utilisateur final. Ça aussi, c'était et de façon à éviter l'adaptation du réseau et des coûts supplémentaires. Car notre projet, les élus nous ont accordé 2 millions d'euros pour le monter. Donc il ne s'agissait pas déjà de se perdre avec d'éventuels renforcements de réseau, etc. Donc on essayait de faire à minima. Et puis, tout en tenant compte de la volonté de l'élu d'implanter la dite borne sur un secteur stratégique. Il ne s'agissait pas de mettre ça au fin fond d'une zone près de la station d'épuration, je ne sais pas quoi, parce que là, on n'avait pas beaucoup de succès. Et le deuxième point, c'était effectivement le délai, parce que nos élus, souvent, avaient des projets de voirie, de réfection de place publique. Et il est évident qu'on ne pouvait pas attendre 6 ou 8 mois qu'Enedis ait fait son étude, son devis. Donc je dois dire qu'in fine, on est très satisfait, parce que on a réussi à mettre en place un vrai service public de la mobilité propre dans les délais, puisque notre dernière borne sera installée autour du du début juin, je crois, début juin ou mi-juin. Donc on a jusqu'au 30 juin. On est dans les délais. On ne s'est pas trop fâché auprès de notre concessionnaire préféré, qui a toujours été, je dois dire, professionnel et a rempli lui aussi sa part de mission de service public. Et aujourd'hui, on se rend compte, parce que ce qui est intéressant derrière tout ça, c'est le résultat final, on se rend compte que le potentiel de charge augmente en Gironde et également le nombre de cartes que nous distribuons, puisque pour information, notre réseau s'appelle Mobiv et vous avez des applications qui vous permettent de savoir à tout instant où que vous soyez dans les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le Lot-et-Garonne, la Dordogne et la Gironde, savoir où se trouve la borne la plus proche de façon à vous recharger. Et je crois dire que les syndicats départementaux d'énergie et Enedis ont montré que c'est un partenariat constructif. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Houllier. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Voilà, juste pour conclure, effectivement, et je remercie encore une nouvelle fois Monsieur Houllier de ce témoignage. Vous avez compris effectivement que le déploiement des bornes relevait effectivement, pour reprendre vos termes, d'un service public qui rejoint effectivement le service public d'Enedis, puisque là on parlait de déploiement de bornes de recharge publiques. Tout un chacun demain pourra recharger aussi son véhicule électrique à son domicile et ce avec effectivement toutes les facilités qui seront offertes par le compteur communicant qui permettra d'accueillir des offres de fournisseurs permettant effectivement d'encourager encore plus effectivement le déploiement des véhicules électriques. Et donc voilà, on est sur effectivement la même ambition et le même accompagnement. Je regarde l'heure, on n'est pas trop en retard, donc c'est très bien. Je vous propose donc à présent de passer à la troisième partie de cet atelier. Et je vais accueillir auprès de moi deux interlocuteurs. Jean-Philippe Dreuil, qui est donc le directeur Enedis Bordeaux Métropole, qui va vous parler d'efficacité énergétique, avec le témoignage de M. Lajousse, qui est donc Gironde Habitat. Je vous propose de me rejoindre. Et voilà, pour expliquer aussi, là, sur ce troisième volet de l'efficacité énergétique, comment les réseaux électriques sont concernés, sont quelque part acteurs du développement de cette efficacité énergétique. Voilà. Oui, bonjour à tous et à toutes, on va dire. Donc ce troisième composant de la transition énergétique nous semble extrêmement importante avec l'efficacité énergétique. Comme je veux. Parce qu'effectivement, l'énergie la plus renouvelable, c'est celle qu'on ne consomme pas. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Bon, très bien. Donc effectivement, Enedis, nous, on est le concessionnaire en charge de la distribution de l'électricité. On a un rôle majeur dans le système électrique, à savoir qu'effectivement, on ne commercialise, on ne fournit rien de particulier, on n'est pas en concurrence avec qui que ce soit. Et donc, dans ce cadre-là, notre rôle est effectivement de permettre aux collectivités, de permettre aux clients de disposer de l'information selon un principe simple
ce qui se mesure peut se maîtriser, ce qui ne se mesure pas est très compliqué à maîtriser. Donc notre rôle est celui de tiers de confiance, hein, pour vous permettre effectivement de disposer des informations. Pour cela, on a voulu être très pratique. Évidemment, on vit une révolution en termes de compteurs électriques. Le releveur qui passait 2 fois par an et avec 2 index, et entre-temps, on ne sait pas ce que vous consommez. Aujourd'hui, on installe des compteurs communicants, les fameux compteurs Linky, qui permettent effectivement de disposer d'informations sur sa consommation d'électricité beaucoup plus précises. Et notre rôle est de les mettre à disposition des clients, à disposition des collectivités, en respectant évidemment, hein, toute la législation en vigueur. Donc on vous a mis de manière très pratique ceux dont vous pouvez disposer. Le premier, le plus simple, c'est en open data. Donc c'est vraiment mise à disposition pour tous, hein. Sur le site d'Open Data d'Enedis, où vous aurez déjà les informations de consommation, de production à l'échelle de la commune, voire de la maille Iris. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et c'est nouveau. Le deuxième point, c'est quand vous avez une liste de points de livraison, et en particulier de bâtiments communaux par exemple, ou d'éclairage public, de pouvoir utiliser l'accès aux données de mesure d'une liste de points de livraison qui vous appartiennent. Donc c'est le site Data Conso Elec, donc accéder aux données de mesure, hein, vous l'avez l'adresse, et puis ensuite des agrégats de données de mesure qui peuvent être faits en fonction de votre projet, de ce que vous avez envie de faire. Et là, le plus simple est de passer par votre interlocuteur privilégié d'Enedis qui vous mettra à disposition, selon ce que vous souhaitez, les données d'information des compteurs, hein, en termes de consommation et de production. Donc, un autre point sur la transition énergétique, effectivement, c'est de franchir un cap. On l'a vu avec des projets de production d'électricité renouvelable extrêmement intéressants, d'envergure, hein, sur le département de la Gironde. Je pense que c'est un département qui fait référence grâce à vos projets, aux projets des communes, qu'Enedis accompagne. Et l'autoconsommation commence à émerger, c'est-à-dire qu'on est vraiment en boucle courte, hein. C'est le circuit court, hein, où on va produire l'électricité renouvelable, photovoltaïque, en gros son électricité, et essayer de la consommer le plus possible localement. Donc on parle d'autoconsommation, autoconsommation individuelle et autoconsommation collective. Donc pour nous, l'autoconsommation individuelle, rapidement, il est important de se déclarer auprès d'Enedis, et c'est très simple à faire, ça se fait en ligne. Donc là aussi, vous avez l'adresse qui apparaît et qui vous sera remise. Pourquoi faut-il se déclarer? Tout simplement pour qu'on le sache quand on intervient sur le réseau, qu'il y a une installation, une centrale photovoltaïque à cet endroit-là. Et n'oublions pas, hein, nos collègues, hein, si je les appelle ainsi, les sapeurs-pompiers, qui lorsqu'ils interviennent en urgence, ont absolument besoin de se prémunir du risque électrique. Donc il est nécessaire de déclarer, hein, ces installations d'autoconsommation collective auprès d'Enedis pour ces raisons-là. La mise en service est facilitée avec les compteurs communicants Linky, très clairement, parce que jusqu'avant les compteurs Linky, jusqu'à fin 2016, on avait besoin de faire un double câblage. Le compteur ne savait pas compter dans les deux sens, hein, donc il fallait avoir un compteur pour la consommation, un compteur pour la production, 2 câblages, 2 disjoncteurs. Là, grâce à Linky, on n'a plus qu'un câblage, un disjoncteur, c'est plus simple, c'est plus rapide, ça coûte moins cher surtout, puisqu'on économise à peu près 600 € sur le raccordement, donc ça permet de viabiliser encore plus facilement des opérations de production photovoltaïque grâce à ce compteur. Et puis, il y a une contractualisation qui est simple, hein, avec le CRAE, qui est unique. Alors, la grande nouveauté, c'est l'autoconsommation collective. Et là, je vous propose un témoignage, hein. Alors peut-être en passant le film, je ne sais pas dans quelle mesure on... Ouais, voilà. Donc ce que je propose pour le projet d'autoconsommation collective, c'est de donner la parole, hein, à la première opération d'autoconsommation collective menée en France, qui a eu lieu à Bordeaux, à M. Jean-Luc Lajoux, directeur du patrimoine de Gironde Habitat, que je remercie par avance pour son intervention. Merci. Merci. Bonjour. Oui, c'est assez déstabilisant de parler sans entendre ce qu'on dit, hein. Bonjour à tous. On va vous présenter, donc je vais témoigner sur l'opération d'autoconsommation collective sur un bâtiment, une résidence qui s'appelle Les Souffleurs, qui est située juste à côté de notre siège social à Bordeaux, à l'arrêt du tram Belsier, en fait, juste derrière la gare. On va d'abord visionner un petit film.
Imaginez un territoire où les ressources naturelles couvrent un tiers de nos besoins en énergie, où celles-ci seraient produites et distribuées localement, avec des bâtiments intelligents qui produisent et consomment leur propre énergie. Au cœur d'un territoire pionnier dans le développement des énergies renouvelables, Gironde Habitat un projet ambitieux qui insuffle un nouvel élan au paysage énergétique. En effet, le dispositif d'autoconsommation collective consiste pour plusieurs producteurs et consommateurs d'énergie à s'unir au sein d'une même personne morale pour partager l'énergie solaire produite ensemble. Dans le cas de la résidence Les Souffleurs de Gironde Habitat, des panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit. Lorsqu'ils produisent de l'électricité, celle-ci est comptabilisée par le compteur Linky d'Enedis, puis répartie automatiquement toutes les 30 minutes sur les différents points de consommation des parties communes. À terme, les résidents pourront également intégrer ce dispositif. En tant que tiers de confiance, Enedis, entreprise de service public en charge de la distribution d'électricité, assure la répartition entre la production et les consommations selon les modalités du site. Lorsque la production d'électricité est plus importante que les besoins, l'électricité est réinjectée sur le réseau. Dans le cas contraire, le réseau couvre les besoins d'énergie. En plus d'être pionnière sur l'autoconsommation collective en France, la résidence Les Souffleurs a été choisie pour illustrer par ses résultats empiriques le projet Rexauto, une étude de référence en matière d'autoconsommation collective soutenue par la région Nouvelle-Aquitaine et l'Union européenne. Impliquées localement dans ce projet, 5 entités étudient l'impact de ce nouveau modèle énergétique. Ce réseau d'experts établira des recommandations pour la réalisation de ces projets énergétiques qui dessinent le paysage de demain. Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Alors peut-être vous expliquer pourquoi on s'est lancé dans cette expérience-là. Alors le bâtiment Les Souffleurs est un bâtiment qui a été conçu pour atteindre les performances énergétiques BBC, bâtiment basse consommation. À ce titre, nous avons dû installer sur le bâtiment 260 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Le bâtiment a été livré en 2015. Depuis, nous nous bagarrons entre guillemets avec EDF, Enedis, etc. pour pouvoir, nous nous battions avec eux pour pouvoir accorder ces panneaux photovoltaïques au réseau, avec un prix de vente qui a sérieusement baissé ces dernières années, donc il est de moins en moins intéressant. Là-dessus, l'ordonnance de transition énergétique de 2016 et le décret d'application de 2017 ont permis de mettre en place de l'autoconsommation collective. Et c'est pour ça qu'à ce titre, nous nous sommes lancés dans cette expérience-là pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Notre objectif de bailleur social, bon, je n'ai pas présenté Gironde Habitat, je suppose qu'il n'y a que des Girondins là, vous nous connaissez un peu, quoi. Notre objectif de bailleur, c'est de proposer des logements qui soient dans les normes actuelles et qui génèrent le moins de charges pour les locataires qui les occupent. Il y a des solutions. Donc, quand on construit, on doit répondre à des réglementations thermiques, entre autres, par exemple. Il y a des solutions qui sont proposées par les bureaux d'études. Par exemple, produire de l'eau chaude avec des ballons thermodynamiques. C'est une solution qui permet de répondre à nos obligations techniques. Mais par contre, le coût d'entretien de ces ballons, pour le locataire, lui prend presque toutes les économies qui sont générées dans la consommation. Voilà. Donc là, nous avions des panneaux photovoltaïques installés. Eh bien, dans cette expérience, nous sommes inscrits dans le projet Rexauto. Le but de cette expérience, c'est de voir qu'est-ce qui se passe. Tout à l'heure, monsieur le maire de Brache a expliqué que les 30 et quelques hectares pouvaient fournir 5000 foyers en électricité. Oui, c'est vrai, tout le monde, on le sait ça. On le sait, au pas de la journée, du mois, de l'année, on sait combien consomme un logement. Mais dès qu'on descend au pas de 30 minutes, ça devient beaucoup plus compliqué. Puisque le principe de l'autoconsommation collective, c'est de mesurer la production pendant 30 minutes et de voir à travers
comment on ventile cette consommation sur des compteurs qui ont été rentrés dans la personne morale. Alors là, nous y allons pas à pas. Dans un premier temps, dans le bâtiment, existe 60 logements, un bureau de Gironde Habitat, une antenne de vente de Gironde Habitat occupée par 6 personnes et une supérette qui est occupée par un tiers. Dans un premier temps, pour voir comment ça fonctionnait, puisque c'est la première en France, hein, on est en train de découvrir tout ça, comment on peut faire. Techniquement, il y a zéro problème. Hein. Techniquement, il y a des panneaux installés, il y a des câbles, il y a un compteur. On met ça sur des prises, ça passe par un onduleur, on met ça sur des prises. Enfin, c'est très simple techniquement. Toute la difficulté vient du côté plutôt administratif. Les personnes morales, les clés de répartition, etc. Donc dans un premier temps, nous n'avons mis dans la personne morale que les comptages qui sont gérés par Gironde Habitat. Tous les comptages des communs et les comptages des bureaux. Avec une clé a priori qu'on a définie avec un bureau d'études pour vérifier ce qui se passait. Bien, on se rend compte, alors l'installation a été mise en service début 2017. Sur le premier mois, 74% de l'électricité produite a été consommée sur place, au pas de 30 minutes. Là, sur le dernier mois, qui est le mois de mesurer, qui doit être le mois d'avril, on est déjà plus qu'à moins de 50% de l'électricité produite qui est consommée sur place, dans les communs et les bureaux. Donc maintenant, nous entamons un deuxième temps de l'expérience qui est faire entrer les locataires dans la personne morale. Donc nous démarrons ça, l'objectif étant de leur expliquer tout l'intérêt qu'il y a pour eux à rentrer dans cette personne morale pour avoir de l'électricité. Alors la loi nous autoriserait à vendre le courant. Là, nous avons décidé que le courant produit serait gratuit puisque de toute façon, les panneaux, il fallait qu'ils soient installés pour que le bâtiment atteigne ses performances énergétiques voulues. Donc voilà. Donc on va leur expliquer ça, qui nous donne l'autorisation d'examiner au pas de demi-heure leur consommation. Comment on sait effectivement combien de kilowattheures sont consommés dans un logement équipé en électricité à la journée. Ça, tout le monde le sait. Mais au pas de demi-heure, on ne sait pas quoi. On ne sait pas. Et puis de voir avec eux, donc là, je ne sais pas si vous en reparlez après, du projet Reset, de voir avec eux comment évoluer, comment faire évoluer leur comportement pour que l'électricité produite sur place soit consommée sur place. On peut par exemple imaginer qu'il sera peut-être intéressant, quand on regarde la météo la veille, demain il fait soleil, tiens, au lieu de lancer la machine à laver la nuit en heure creuse, je la lance à midi ou à 14h au moment où l'électricité est produite et je l'aurai gratuitement, quoi. Vous voyez ? C'est tout l'enjeu de cette expérimentation-là. Alors nous sommes la première en France, ça se trouve comme ça, mais ce n'était pas voulu, enfin, c'était pas ce qu'on recherchait. Nous sommes sans arrêt en train de rechercher quelles sont les meilleures solutions technico-économiques pour les occupants en fait. Puisqu'on ne peut pas parler de temps de retour ni rien, là c'est le bailleur qui investit, c'est le locataire qui en bénéficie, voilà, on est dans une autre logique. Donc je suis très succinct, je ne sais pas jusqu'où aller. Je suis ouvert à toutes les questions, bien entendu, ou à tous les commentaires que dont vous voudriez disposer. Et je vous repasse la parole. Oui, donc ce que a dit Gironde Habitat, l'essentiel y est. Donc effectivement, on voit que ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement c'est un tout petit peu fastidieux à mettre en place parce qu'effectivement, vous voyez bien, il y a des compteurs communicants qu'on doit avoir absolument puisque pour connaître la consommation et la production à un pas de 30 minutes, il est indispensable d'avoir des compteurs communicants de type Linky. Mais j'ai apprécié ce que vous avez dit en disant que la technique, c'est simple, ça marche. Donc je pense qu'il est important de le dire, important de s'en convaincre. Pour passer à autre chose, parce qu'effectivement, le compteur Linky sur une opération comme ça, on voit qu'il est absolument indispensable. Sans lui, c'est simplement pas possible. Mais il nous permet, effectivement, on peut le voir juste après, d'avoir directement les bilans. On voit tout de suite ce qui est consommé, ce qui est produit. On l'a mis sur un mois, on pourrait le mettre sur une journée. Et de voir précisément le cœur de la machine. Et donc, comme le disait Monsieur Lajoux, ça, c'est bon, ça fonctionne, ça marche. Ceci dit, c'est tout nouveau parce qu'il y a 5 ans, il n'y avait pas un seul compteur communicant installé. Le coût des installations photovoltaïques n'était pas la même. On passait en obligation d'achat. Donc tout ça aujourd'hui, c'est simplement rendu possible. Ça fonctionne. On a la chance d'avoir ici en Gironde, avec Gironde Habitat,
un bailleur social engagé, motivé pour expérimenter. Et je voudrais passer sur la dernière planche où on voit effectivement dans quel cadre on mène cette expérimentation, où la technique, on l'a. Je fais court, ça fonctionne. Enedis, en tiers de confiance, permet de rendre possible ce projet. Quel est le pas suivant à embarquer? Ce n'est pas le plus simple. C'est d'embarquer nos concitoyens, d'embarquer les 60 locataires. Ces familles-là qui, en général, veulent bien faire, mais n'ont pas envie d'y passer des heures au cube. Et l'histoire de l'onduleur, du KVA, d'autoconsommation, autoproduction, ça ne va pas forcément les passionner. Donc, c'est sur ça qu'on travaille. Alors, d'une part, dans le cadre du projet Rex Auto, vous avez vu les acteurs qui sont là, on va et on fait des expérimentations comme celle menée par Gironde Habitat. On a des terrains de jeu. Et puis, justement, pour embarquer les locataires, avec Gironde Habitat, Enedis a mis en place une chaire avec l'Université de Bordeaux qui s'appelle Reset, qui permet de travailler sur le comportemental, le social, et comment faire adhérer nos concitoyens, en leur parlant simple, en leur parlant de ce qui les intéresse, à ce type de projet. Et je pense que c'est vraiment l'étape qui va nous animer. Et je pense que Gironde Habitat, en tant que bailleur social, nous, en tant qu'entreprise de service public, c'est ce qui nous intéresse. C'est vraiment d'embarquer les locataires, d'embarquer nos concitoyens dans cette transition énergétique. Voilà, c'est le mot de conclusion que je me permettais d'apporter. On vous écoute pour vos éventuelles questions ou commentaires par rapport à ce projet. Et je remercie encore une fois Gironde Habitat de s'être lancé en tant que pionnier dans ce projet. Merci beaucoup. Oui, il y a d'autres projets en cours puisqu'on travaille déjà sur un bâtiment qui est en cours de construction à Saint-Denis-de-Pile où il y a aussi des panneaux photovoltaïques, un bâtiment collectif, et qu'on va essayer de faire en autoconsommation collective. Alors là, il n'y a que du logement, il n'y a même pas de bureau, donc ça va être encore plus compliqué à trouver les bonnes clés de répartition pour que le maximum d'électricité produite à l'instant T soit consommé à l'instant T. Merci beaucoup, Monsieur Lajoux, pour ce témoignage. Et effectivement, je pense qu'il y a encore plein de pages à écrire sur l'autoconsommation, mais on est fiers effectivement que la première page a été écrite ici à Bordeaux. Donc merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'avais une question. Est-ce que l'autoconsommation collective peut s'envisager sur de l'habitat individuel, par exemple dans un lotissement? Comment ça pourrait s'envisager pour la répartition après dans les différents logements individuels? Je pense plutôt dans les territoires périurbains. Là, vous avez donné un exemple vraiment dans l'urbain. Comme je sais que vous avez aussi des opérations dans le périurbain, plutôt sous la forme d'individuel ou individuel groupé. Comment ça pourrait s'envisager dans ces cas-là? Alors pour l'instant, en matière d'individuel, nous préférons utiliser des installations d'autoconsommation individuelle. C'est-à-dire que nous installons 1 ou 2 mètres carrés par maison. Voilà, on en est là pour l'instant. Sinon, il faudrait faire une installation collective, pas de 30 hectares comme nous l'a montré, ou 120 hectares, mais de quelques dizaines ou centaines de mètres carrés, et après redistribuer ça à tous les habitants. Ce serait encore plus coûteux, je pense. Oui, ce que vous dites, Monsieur le Président, ça pose d'autres problèmes aussi parce que on peut créer des installations, nous on y réfléchit à créer des installations qui soient après proches des sites de consommation, qui soient des zones d'activité commerciale ou des zones d'habitation, mais reste quand même après toujours la problématique et le vide juridique qu'il y a dans les appels d'offres d'autoconsommation, qu'il y a entre pour la distribution. Parce qu'à un moment donné, il faut impliquer un partenaire qui n'est pas à l'origine de la production. Si par exemple, nous, en tant que société, on fait un générateur par exemple, près d'un site de production, qui va se charger de la distribution? Est-ce que ça va être Enedis qui va la prendre en charge? Quel réseau on utilise? C'est des questions, effectivement, mais autrement, je pense que c'est le futur de la consommation, de l'autoconsommation en France. C'est ça, en fait. Oui, alors on n'est pas rentré dans le détail, mais il est vrai qu'aujourd'hui, tout n'est pas bouclé. Bon, déjà l'autoconsommation collective ne se conçoit que pour des bâtiments ou des points de consommation qui sont sous un même transformateur. On n'a pas le droit de changer de transformateur. Autre chose, on ne connaît pas aujourd'hui exactement toutes les turpes, micro-turpes et compagnie. Ce sont des choses qui ne sont pas complètement arrêtées aujourd'hui. Donc on va voir au fur et à mesure, on va apprendre en marchant, quoi.